Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous abordons un article dont le titre est le suivant. Lorsque vous commencez un nouvel emploi, faites attention à ces 5 aspects de la culture d'entreprise. Ces auteurs sont Alan Church et Jay Conger. Alors, l'article commence avec un paragraphe qui présente quand même ce qui se passe quand on rejoint une nouvelle entreprise. Voilà. Lorsque vous rejoignez une organisation, vous disposez d'une courte fenêtre de temps pour vous adapter à sa culture. C'est la vieille règle des 90 jours. Nous connaissons trop de personnes talentueuses qui ont trébuché dans leurs nouvelles entreprises parce qu'elles n'ont pas su lire les règles culturelles. Cela se produit parce que la plupart des organisations n'expliquent pas les règles culturelles aux nouveaux arrivants. Et les nouvelles recrues sont tellement concentrées sur le poste et le nouveau patron qu'elles négligent l'influence profonde des règles. Pourtant, les comprendre joue un rôle important dans votre réussite initiale. Être conscient non seulement de ce que font vos collègues, mais aussi de leur façon de travailler est important si vous voulez être efficace et être bien perçu. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de cette histoire de règles culturelles qu'il faut savoir lire quand on intègre une entreprise? Ça me ramène à quelque chose qu'on dit souvent sur cette chaîne. On parle souvent de la culture d'entreprise. On dit que c'est quelque chose de très important dont il faut être conscient parce que quand on n'en a pas connaissance, quand on n'en prend pas, quand on ne s'y intéresse pas, on fait énormément de fautes, énormément d'erreurs qui nous sont préjudiciables forcément et qui peuvent fatalement conduire à ce qu'on quitte l'entreprise de façon prématurée ou qu'on soit dans un environnement où on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui simplement parce que les choses ne se passent pas comme on y est habitué ou comme on l'espère et qu'on a du mal à s'adapter en fait, simplement parce qu'on ne maîtrise pas comment est censé se passer dans cet environnement-là. Donc que l'article commence comme ça, moi j'aime beaucoup. Et on parle de la vieille règle des 90 jours. Donc en fait, en général, si tu commences un travail, un boulot, on suppose que tu as besoin d'à peu près 3 mois pour prendre la température, t'acclimater et vraiment maîtriser les rouages de l'entreprise, de l'environnement. Je suppose alors que c'est pourquoi la période d'essai sont souvent dans ces eaux, exactement, okay. Exactement, ça doit être ça, parce que tu as le temps de t'habituer, d'apprendre comment les choses fonctionnent dans l'entreprise. De savoir si tu es compatible avec le culture exactement, aussi très important, parce que en fait c'est vraiment le moment où les choses sont décisives. Oui. Tu sais si cette entreprise est faite pour toi ou pas. D'accord. Et j'ai vu, on a parlé de la culture d'entreprise, de savoir jouer selon les règles. Oui. Ça sonne un peu genre politica. Tu vois? Un petit peu. Oui, parce qu'il y a les règles selon lesquelles il faut jouer, il faut faire attention à certaines choses, passer la pommade là où il faut la passer, secouer là où il faut secouer. Ça a un peu l'air de... C'est un peu un ballet. Non, moi je n'irai pas là. Quand je parle de politique, ce n'est pas forcément une passion, mais c'est comme un ballet, une chorégraphie. C'est ça. Donc il faut suivre le rythme et entrer dans la danse. C'est ça. Pas rester soi et dire non, moi j'ai ma chorégraphie que je faisais dans mon entreprise d'avant, là je continue ma choré à moi. C'est ça. Tu vas être déphasé par rapport aux autres. Ça. Donc, ça va forcément te désavantager. Donc, alors, voilà, on a estimé ça un peu comme si c'est un spectacle de ballet et il faut apprendre la chorégraphie en observant les autres pour entrer dans la danse. Exactement. Alors, on va continuer donc en voyant 5 dimensions que l'article relate. Donc, 5 dimensions de la culture d'entreprise qui nécessitent notre attention. Ce sont celles qui ont le plus d'impact sur notre capacité à naviguer un nouvel emploi. Alors, la première dimension, ce sont les relations. Les entreprises diffèrent dans la façon dont elles cultivent les relations, dans la valeur qu'elles accordent à la collaboration et dans le temps nécessaire pour accomplir le travail et prendre des décisions importantes. Lorsque vous arrivez dans votre nouvelle organisation, demandez aux initiés comment vous devez aborder les relations. Ça me paraît un des éléments les plus importants de la culture d'entreprise
comment est-ce que les choses se passent entre les différents acteurs de l'entreprise. Oui. Les relations ne sont pas les mêmes dans une entreprise A que dans une entreprise B, forcément. Parce que la façon dont les décisions importantes sont prises va différer d'une entreprise à l'autre. Également, je suppose que le secteur d'activité peut influencer les choses. Je suppose que la personnalité de l'équipe dirigeante également peut influencer les choses. Donc tout ça pris en compte, forcément, il faut s'intéresser à comment est-ce que les liens se tissent, comment est-ce qu'ils influent sur les décisions qui sont prises à un moment ou à un autre. Et dans certaines entreprises, je prends un exemple tout simple, tout banal. Quand on est dans une entreprise où la plupart des travailleurs, ou en tout cas l'essentiel du travail se fait en remote, la façon dont les relations se construisent n'est pas la même que quand on est tous sur place, quand on se voit tous les jours dans les locaux d'une entreprise et qu'on doit collaborer. Les choses sont différentes en termes de relations. Les relations se tissent différemment et la façon dont elles influent sur les décisions et sur la direction que prend l'entreprise en elle-même, c'est différent, forcément. L'autre aspect qui a été mentionné aussi, c'est si par exemple il y a un projet sur lequel il faut faire référence à quelqu'un, avoir une contribution avec quelqu'un. Et si d'une entreprise à une autre, les protocoles sont différents. Tout à fait. Dans certains protocoles, on t'envoie une liste de choses à faire, tu sais que tu dois demander telle information à tel, tu peux juste lui envoyer le mail en disant besoin de telle information et il te renvoie. Pour d'autres personnes, si tu lui envoies juste le mail comme ça, il va trouver que tu as été trop sèche dans ton approche, que tu devais d'abord venir le voir en personne, essayer de faire connaissance avant de commencer à demander des choses. Donc, ce sont des petites nuances comme ça qu'on n'a pas forcément, qui peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Et il faut prendre le temps d'observer comment les autres fonctionnent, comment ils parlent entre eux, comment tel sur son projet il a besoin de telle information, comment il procède. Et tu vois, ce que tu dis là, ça me fait d'ailleurs penser à un autre exemple encore qui va peut-être illustrer davantage les choses pour les personnes qui nous suivent. Quand je vais dire qu'en général, en Europe, dans une entreprise en Europe, tu n'auras pas tant besoin que ça d'interagir de personne à personne avec un collègue ou un élément dans l'entreprise pour que vous avanciez sur le projet sur lequel vous êtes. Alors que dans notre contexte africain, où on est très famille, très liens sociaux, il faut quand même d'une certaine façon cultiver une sorte de relation in real, enfin, dans la vraie vie, quoi. Et donc, tu dois peut-être, dans une entreprise qui se trouve ici, tu dois peut-être voir la personne à qui tu dois te référer pour lui dire je vais t'envoyer ci, tu vas m'aider sur ça, tu vas lui envoyer le truc et après encore tu vas le voir pour lui dire t'es envoyé, est-ce que tu as vu. Et donc ce sont des petites nuances, de petites subtilités dont on n'est pas forcément informé quand on arrive dans l'entreprise, qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas, il faut se renseigner dessus, il faut avoir l'information et l'exploiter comme il se doit. Alors, je pense qu'on va passer à la dimension suivante, qui est la deuxième, qui concerne les communications. Lorsque vous commencez un nouvel emploi, observez la façon dont les gens ont tendance à communiquer entre eux. Vous devriez commencer par demander à vos patrons quelles sont les attentes. Les assistants personnels et vos coéquipiers sont d'autres bonnes sources d'informations. Ok. Quand on parle de communication, je pense tout de suite à la façon dont l'information est passée d'un point A à un point B. Est-ce que c'est très formel? Est-ce que c'est plus informel qu'ailleurs? Est-ce qu'on utilise... On parle généralement de mail, mais dans toutes les entreprises, enfin, c'est pas partout qu'on utilise les mails. En fait, tu te rappelles, la dernière fois, on avait parlé des comptes rendus que j'ai dit que je les envoyais par mail, mais après, je devais quand même les répéter dans la réunion. Tu vois, si on a une entreprise où l'information, la communication se passe en présentiel, quand tout le monde est ensemble dans une même pièce, et qu'à ce moment-là, que l'information passe, et que moi, je suis là à m'entêter à envoyer mes mails, les mails, voilà. Mon information ne va jamais passer. C'est ça. Donc, il faut savoir comment l'information passe ici. Est-ce que si on est en réunion, on discute, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre, personne ne retient rien. Il faut après un récap écrit que la personne reçoit dans son mail, que la personne lit tranquillement pour avoir vraiment l'information. Ou bien, les gens, c'est quand ils sont ensemble, face à face, et qu'ils discutent, que l'information passe le mieux. Ce sont des choses, oui, comme tu as dit, qu'il faut observer et prendre en compte. Mais une fois que tu sais ça, en fait, tu sais dans quel cadre, en fait, passer l'information est le plus
le plus utile, le plus pertinent. Tu sais que si je passe l'information à tel moment, c'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Ça n'a pas été émis pour rien. Parlons de ça, toujours sur la communication, la TICTI, la hiérarchie détermine souvent quand et où il est acceptable de communiquer avec des collègues de haut rang. Effectivement. Renseignez-vous sur les initiatives récentes et réussies et sur la manière dont vos collègues ont influencé les dirigeants dans leur communication. Vous devez également noter la manière dont les informations ont tendance à être présentées. Oui. Pour expliciter ça, quelque part, enfin, dans une entreprise, on va avoir tendance à présenter les informations de façon très très détaillée, avec plein de chiffres, plein d'illustrations, rôle, présentation, PowerPoint, quoi, si tu veux. Dans d'autres entreprises, ça va être des bullet points. Ça va être des listes à plus avec voilà, ça, puis ça. Donc, tout ça, c'est à connaître en fait. Et pour le connaître, qu'est-ce qu'on fait de mieux? On demande. On demande et aussi on observe. C'est à ça qu'on serve nos 90 jours là. À observer, à essayer de mettre en pratique déjà pour voir comment ça fonctionne. Et surtout, un bon moyen d'apprendre ces choses-là, un bon moyen de savoir ce qui fonctionne ici, ce qui se fait ici, c'est de demander peut-être à vos pairs. Les pairs, on a de la facilité à les approcher, à leur poser ce type de questions-là, à se renseigner sur ces petites choses-là. Et pas seulement les pairs. Moi, je dirais même plus loin en disant peut-être les petites mains de l'entreprise. Qu'est-ce que j'appelle les petites mains? Ça va être la secrétaire, ça va être même la femme d'entretien. Parce qu'il y a des choses qu'elle sait. Il y a des choses qu'elle observe, je sais pas, les chauffeurs, en fait les personnes qui ont des rôles les plus, on va dire, les personnes en bas de la hiérarchie dans l'entreprise sont de véritables mines d'informations qu'il ne faut pas négliger et il ne faut pas les regarder de haut. Il faut échanger avec eux ou à minima être sympathique avec eux, histoire d'avoir ce type d'informations-là qui peuvent vous débloquer des portes et vous faciliter la vie dans l'entreprise que vous venez d'intégrer. Je reviens sur la partie où ils ont parlé de la hiérarchie qui détermine quand et où il est acceptable de communiquer avec des collègues de haut rang. Ça veut dire que dans certaines entreprises, par exemple, c'est très protocolaire. Je ne peux pas parler à mon N+2 sans passer par mon N+1. Je dois avoir mon N+1 lui dit j'ai tel problème que j'aimerais poser au N+2 et donc je fais passer un courrier qu'il suit également et tout ça. Dans notre entreprise, c'est vraiment le N+3 même le boss, tu vois, s'il a la porte de son bureau ouverte, genre de telle heure à telle heure, sa porte est ouverte, vous pouvez venir poser tous les problèmes que vous voulez. Il peut parler à tout le monde, comme tu as dit, toute la hiérarchie de la femme d'entretien, au chauffeur, à la secrétaire ou à je ne sais quoi, ou chef, directeur de projet, directeur technique ou quoi. Tout le monde peut venir lui parler à n'importe quel moment, sans rendez-vous, il y a juste un créneau horaire où vous pouvez venir, c'est pour vous. Mais dans d'autres entreprises, il faut vraiment être protocolaire. Je dois passer par moyenne plus 1, moyenne plus 1 va escalader à moyenne plus 2, puis va escalader à moyenne plus 3, et ainsi de suite, avant que moi, ma doléance n'arrive à lui. C'est vrai, et surtout si dans ton entreprise, c'est censé être très protocolaire, et que toi, tu te permets d'aller directement faire le boss suprême, ça peut être mal vu. Et compte tenu de ça, tu es sur la sellette directement parce que tu n'as pas suivi les règles qui sont appliquées normalement dans l'entreprise. Donc, il faut faire très attention à la façon dont on communique et avec qui on communique. Et quand et comment aussi. C'est ça. Donc, voilà. On va passer à la troisième dimension, donc, qui sont les prises de décision, qu'on a déjà mentionnées et qui, je pense, suivent bien la suite. Voilà. Alors, la manière dont les entreprises prennent leurs décisions varie également de manière importante. Certaines entreprises prennent des décisions en temps réel, lors de réunions formelles, tandis que d'autres ont tendance à finaliser leurs décisions hors ligne. Ça fait ce qu'on disait tout de suite là. Vraiment, c'est pas dans toutes les entreprises que les décisions sont prises de la même façon. On a tendance à avoir une pensée, enfin une conception de la prise de décision en entreprise. On se dit peut-être que tout le monde vote. Comme on voit à la télé, les gens votent, chacun lève sa main pour prononcer qu'il est pour ou contre une décision et que ça passe. Ça ne se passe pas comme ça partout. Et surtout, je pense même que c'est assez rare les endroits où ça se passe comme ça. Quoi qu'il en soit, ça ne se passe pas forcément comme ça dans l'entreprise que vous venez d'intégrer. Et ça,
il faut que vous soyez alerte en fait. Vous devez avoir l'œil. Ce que tu dis qu'on voit dans les films, c'est très souvent dans les grandes entreprises où on a un groupe de directeurs qui dirigent. Mais ce qu'on a regardé qu'on a ici, où on a souvent un seul chef d'entreprise, un seul patron suprême, si tu veux, qui prend les décisions. On a tendance à se retrouver dans un état de dictature un peu, où le patron, il prend toutes les décisions qu'il veut et il les impose après. Mais il y a encore beaucoup de choses entre ces deux extrêmes-là. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer les choses. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent entre ces deux extrêmes-là qu'il faut savoir. Parce que oui, le patron, il peut prendre la décision suprême et tout ça, mais peut-être que en fait, les décisions qu'il prend sont plus déléguées à quelqu'un d'autre ou à 2 ou 3 personnes clés qui prennent les décisions entre eux et qui viennent lui soumettre. Et si tu n'as pas convaincu ces 3 personnes-là, oui, ça ne passera pas. Même s'ils trouvent que l'idée est intéressante, si ces 3 personnes-là ne suivent pas, même le patron ne prendra pas cette décision parce qu'il se réfère à ces personnes-là pour analyser les situations. C'est ça. Donc, toujours dans ce cas-là, par exemple, où le patron écoute principalement 3 personnes dans son équipe, quand on n'est pas conscient du fait que ces personnes-là sont les véritables décisionnaires, parce qu'en vrai, c'est ça, les véritables personnes qui vont influencer le cours des choses, on passe à côté, on ignore ces personnes-là, et on a beau présenter les arguments les plus convaincants du monde, le patron n'accédera pas à votre demande ou à votre projet parce que il n'a pas entendu d'avis favorable venant de ces personnes-là. Donc ça renforce la nécessité d'être conscient de ces choses-là. Encore une fois, demandez aux gens. Et observer aussi comment les décisions auxquelles vous n'êtes pas forcément partie prenante de façon active, observez comment elles se prennent. Par exemple, lors d'une réunion, si on arrive à une conclusion, à une décision et que vous observez que après 2-3 semaines, cette décision n'est pas appliquée et que c'est une autre décision qui est appliquée, vous savez que, alors oui, les décisions ne se prennent pas à ce moment-là, à un autre endroit, vous pouvez commencer à enquêter un peu, c'est ça. Vous savoir, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé à, alors qu'on avait dit ça en réunion, et peut-être que vous pouvez remonter la piste et savoir à quel moment la décision était prise. Alors, toujours concernant la prise de décision, un autre aspect de la prise de décision à comprendre est de savoir si l'entreprise est en faveur de l'action ou de l'analyse et du consensus. La question que vous devez vous poser est la suivante. Quel est votre propre penchant pour l'action et comment s'intégrer dans votre nouvelle culture? Ok. L'aspect de la prise de décision dont on vient de parler, là, à savoir si être conscient du fait que la culture de l'entreprise est plus en faveur de l'action ou de l'analyse et du consensus. Les entreprises qui sont beaucoup plus dans l'action vont avoir tendance à prendre des décisions rapides. Elles seront très, comment dire ça? Elles vont vouloir poursuivre le résultat et une bonne manière de les problèmes, c'est d'avoir un plan d'action très concret, très détaillé, très facile à mettre en mettre en application comme ça. Et là, on sait en fait comment leur présenter les choses pour que ça passe le plus rapidement possible. Elles ne veulent pas avoir de friction. Elles ne veulent pas avoir de détails théoriques élaborés. Non, elles veulent, on fait ci, voilà le résultat, on fait ça, voilà le résultat. C'est ça. Et ainsi de suite. Alors qu'en fait, les personnes, les entreprises où c'est plus l'analyse et le consensus qui prennent le pas sur l'action, là, vous allez avoir besoin de beaucoup de ressources, beaucoup de choses pour étayer votre propos, étayer votre projet et le rendre pertinent pour le plus de personnes possible. Les personnes influentes, bien entendu. Voilà, c'est là qu'on a besoin d'études de terrain. D'études de cas, de preuves, rapports détaillés, ainsi de suite. Voilà. Il y a plein de choses à collecter pour pouvoir convaincre les gens dans cette entreprise-là, simplement parce qu'elles prennent leur temps, elles étudient la possibilité de ce que vous proposez et voient dans quelle mesure c'est applicable ou non. Donc, savoir ça également vous permet de bien préparer votre projet, votre proposition en amont pour que vos idées passent plus facilement dans l'entreprise ou en tout cas pour vous faciliter la vie dans l'entreprise tout simplement. Le passage se termine avec les mots suivants. Quel est votre propre penchant pour l'action et comment s'intègre-t-il dans votre nouvelle culture? C'est en cela qu'il est important que vous soyez observateur. Si vous êtes observateur et que vous savez que dans l'entreprise, l'action est ce qui prévaut dans l'entreprise, c'est vraiment le tac, il faut présenter les choses de la façon la plus claire possible pour que la prise de décision soit rapide pour tout le monde.
vous en êtes conscient et est-ce que ça s'adapte à vous? Est-ce que c'est votre mode de fonctionnement à vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Parce que, bon, bien entendu, il faut être conscient de la culture d'entreprise, mais aussi être conscient de ce que vous êtes vous. Si vous n'êtes pas du genre à prendre des décisions sur un coup de tête, par exemple, un certain mode de fonctionnement ne vous conviendra pas. Si vous êtes plutôt du genre à étudier les choses de façon très posée et à prendre votre temps pour prendre des décisions, un certain mode de fonctionnement également ne vous conviendra pas. Donc, quand vous êtes conscient de ça, vous savez si cette entreprise est bonne pour vous, si à long terme vous allez vous y sentir bien, vous allez vous sentir bien dans la façon dont les choses se passent dans l'entreprise. Voilà. C'est bien. Et comme tu as dit aussi, de s'étudier aussi soi-même et de comparer avec ce qui se fait dans l'entreprise. Oui. On va passer à l'émotion suivante, la quatrième, qui concerne les perspectives individuelles et les perspectives de groupe. Certaines entreprises considèrent le travail comme étant en grande partie le produit d'individus, tandis que dans d'autres, il est le produit d'une orientation collaborative. Un indice est d'écouter la façon dont les gens discutent de leur travail lors des réunions. Ça, j'aime beaucoup parce que ça, c'est très propre à chaque entreprise. Il y a des entreprises qui sont tellement qui mettent leurs salariés dans une position de compétition permanente. Et c'est vraiment celui qui se démarque véritablement, qui monte le plus vite, qui gravit les échelons le plus vite. Et ceux qui sont un petit peu à la traîne, restent à la traîne. C'est dans ce cas-là qu'on a des choses comme l'employé du mois qui est récompensé, celui qui a fait le plus grand chiffre d'affaires. Il y a les tableaux, par exemple, surtout dans les endroits où il faut vendre. Il y a les tableaux avec le nombre de ventes de chacun, ces genres de choses. Et on ne dit pas que c'est mauvais. Non. Il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est juste que dans l'entreprise, c'est comme ça que la direction estime que les gens seront motivés. La direction estime que c'est ce qui ferait la meilleure émulation. Et aussi, du coup, en présentant ces idées, il faut, alors dans ce type d'entreprise-là, se mettre en avant, voilà. En présentant ses projets et tout ça, il faut se mettre en avant. Il faut dire, je fais ci, je ferai cela. Il faut être pris d'initiative, il faut prendre des initiatives, énormément d'initiatives dans ce type d'entreprise. C'est ça. Et inversement, quand on est dans une entreprise qui met plutôt en avant le groupe, l'équipe, une entreprise qui est plutôt dans le collaboratif, il ne faut absolument pas se mettre en avant parce que ça va être perçu comme quelque chose qui va complètement contre la culture. Évidemment, personne ne fait ça dans l'entreprise. Pourquoi tu fais ça? Et tu es arrivé dans un endroit où c'est le groupe qui prime, c'est le groupe qui accomplit des choses ensemble. Tu te mets à te mettre en avant, à te glorifier, à parler de tes actions, de tes accomplissements. C'est une erreur. D'où encore, il faut savoir où on se trouve, savoir si ce qu'on dit, ce qu'on fait est adéquat dans l'endroit où on se trouve. Une bonne chose, c'est d'observer lors des réunions, quand surtout les gens font des présentations et qu'ils proposent des idées. Si ils ne disent jamais je, vous savez, on est orienté vers les objectifs de groupe, les perspectives de groupe. C'est plus alors travailler son intégration dans le groupe et être un joueur clé dans le groupe. Ça peut être difficile si on veut vraiment se démarquer, mais on peut être un joueur clé dans son équipe à soi et toujours porter l'équipe tout en ayant sa propre perspective individuelle en tant que personne. C'est ça. Et une des choses qui me paraît importante aussi, c'est que vous pouvez faire attention au moment des évaluations. Quand vient le moment des évaluations, les questions qui sont posées sont plutôt orientées vers l'individu ou plutôt vers le groupe. Est-ce que c'est des questions du style quel accomplissement est-ce que telle équipe a eu, ou plutôt quel accomplissement toi en tant que salarié tu as eu? Est-ce que c'est souvent des entretiens annuels en one-to-one avec le manager, ou c'est plutôt des entretiens ou des sortes de bilans? Même si on est dans le groupe, on a forcément des entretiens annuels. Oui, bien sûr. Mais là, peut-être ce qui va changer, c'est que la question va être qu'est-ce que tu as fait dans l'équipe? Qu'est-ce que tu as fait qui a porté l'équipe? Au lieu de qu'est-ce que tu as fait toi seul pour prier, ça va être plutôt qu'est-ce que tu as fait pour porter l'équipe. Toujours est-il que l'orientation en fait des questions vont être centrées sur l'équipe, sur la piste de ce qui est mis. En attendant d'arriver là, observer les gens dans les réunions. C'est ça.
Alors, nous allons passer à la dernière dimension qui est intitulée les agents du changement. Un autre facteur culturel qui peut avoir un impact profond sur votre statut et votre influence est l'orientation de la culture vers le changement. La plupart des entreprises sont réticentes à l'idée d'un changement par des personnes extérieures. Bon, ce passage, enfin, cette question, ce sujet-là, me fait un petit peu sourire parce que ça va parler à beaucoup de gens. Quand on arrive dans un nouvel environnement, on a envie d'avoir un véritable impact, de changer les choses, de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. En tout cas, moi, je suis comme ça. En général, je suis comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent passer inaperçus, incognito, faire leur vie dans leur coin et tout, sans grand impact. Mais moi, je suis plus du genre à vouloir quand même vraiment impacter, changer les choses, modifier la façon dont les choses se passent pour le mieux. Donc, quand on est quelqu'un comme moi, en fait, ce conseil invite à se modérer, à être réfléchi, à prendre le temps d'observer et de se rendre compte si les choses sont vraiment faites pour être changées. Est-ce qu'il y a de la place pour du changement? Est-ce que les gens sont prêts pour le changement? Est-ce qu'on ne va pas, in fine, se retrouver exclu ou se retrouver éjecté simplement parce qu'on a voulu changer les choses trop vite, trop fort, sans considération de ce qui est déjà là en fait. En fait, moi je dirais c'est très important quand même si tu as cette fougue-là, de prendre le temps d'observer comment les choses se passent. Parce que parfois les choses se passent pour une raison donnée. Exactement. Que tu ne vois pas de prime abord. C'est ça. Et que c'est à force d'observer que tu comprendras pourquoi tel processus est en place de cette manière. Tout à fait. Parce que autrement ne marcherait pas. Tu ne vas pas venir dans une entreprise et essayer de réinventer la roue. C'est ça. Alors qu'ils ont déjà quelque chose qui marche, parce que tu veux optimiser, parce que tu n'as pas une bonne... Tu viens d'arriver, tu n'as pas encore une vue d'ensemble. Donc, avant d'essayer de bouger les choses, il faudrait faire l'effort peut-être d'observer pour avoir la vue complète de la situation. Et en plus, comme ils ont dit, la plupart des entreprises sont réticentes à l'idée d'un changement par des personnes extérieures. C'est ça. Comme toute personne, on a un instinct de préservation. Tu as déjà quelque chose que tu as mis en place, quelqu'un vient pour bousculer. Ton ego est bousculé en fait. Même pas l'ego, la défense. Oui, naturel. Pour défendre ce qui est à moi, sur quoi j'ai déjà travaillé, sur à quoi j'ai donné une identité. C'est pas forcément l'ego, c'est plus de la préservation de soi, de l'autopréservation qui est activée et qui fait qu'on veut défendre ce qu'on a déjà. Et donc les gens vont se braquer. C'est ça. Et ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être toi qui viens d'arriver dans une équipe et qui pense que oui, tu vas optimiser le flux des actions. Et ton impulsion te dit, mais le gars, il sort de oui, parce que moi, je suis là, depuis des années, non, je me tourne les pouces ou quoi. Voilà. Ça peut être aussi un dirigeant, un décideur, un manager qui est recruté, qui veut essayer de changer les choses. Les gens se disent, mais lui, il vient d'arriver, il veut nous bousculer, genre, c'est le seul qui sait travailler. On était ici, on sait ce qu'on fait. Oh, voilà, nous, c'est vraiment les petites mains ou quoi, là. Mais on sait comment la machine. C'est pour une raison, en fait. Pourquoi lui gérer. Donc, quel que soit le niveau des RH auquel on arrive dans une entreprise, il faut quand même prendre le temps d'observer, de comprendre, de maîtriser. Moi, je dirais qu'il faut maîtriser les processus en place avant d'essayer de les changer. Exactement. Et en fait, surtout en fait, même pas que pour le manager. En fait, quand on arrive dans un environnement qu'on vient déjà avec l'idée de changer les choses, c'est déjà un mauvais départ. Oui. On peut avoir envie de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux, mais il faut avoir du recul. Et comme tu as dit, maîtriser comment les choses se passent sur place. Parce que, en fait, sans même prendre le temps de s'intégrer et de comprendre qu'est-ce qui se passe entre tel et tel, quelle est la culture de l'entreprise, prendre le temps de maîtriser la culture de l'entreprise, ça vous permet d'avoir quand même bâti un sentiment d'appartenance avec les personnes qui sont déjà là. Et que, en fait, le moment où vous vous dites, OK, tel process que nous avons n'est pas optimal, moi je pense à tel et je pourrais œuvrer pour que ce soit celui auquel je pense qui passe à la place. Le moment où vous vous dites que vous passez à ce nouveau process-là de façon active, les gens vous soutiennent mieux quand ils ont déjà le sentiment que vous êtes des leurs. Mais quand vous arrivez de l'extérieur,
Fatalement, l'idée qu'on a, c'est que vous voulez faire du zèle, vous voulez faire comme si vous étiez le plus intelligent, le plus... ça ne passe pas, ou ça passe très très difficilement. Ça passe difficilement. On va continuer toujours sur la même dimension, parce que ça va un peu casser ce que tu viens de dire. Oui. Le rythme et l'adhésion sont également des facteurs essentiels. Vous devez vous demander, puis-je être un défenseur du changement très assertif et rapide, ou dois-je d'abord investir dans l'engagement, le dialogue et la recherche de consensus? Je dis que ça casse ce que tu viens de dire parce qu'ils mettent quand même en avant que c'est possible qu'un changement assertif très rapide, c'est possible. Je suis d'accord, mais dans certaines entreprises, c'est ça. Dans certains cas, parce que parfois, un manager peut être recruté justement parce que tout va mal et qu'on veut vraiment bousculer les choses. C'est ça, et les gens sont déjà même préparés à changer les choses. Ils veulent que dans ce cas-là, dire qu'il veut prendre le temps d'étudier et tout, et dire aux gens qu'on a déjà décidé, qu'on a déjà compris que les process actuellement en place sont nocifs. Ils ne marchent pas. Alors, dire que tu vas attendre encore quelques mois pour mettre les process en place, alors qu'on t'engage justement pour changer ces process-là. C'est un peu à contre-courant. Et les gens peuvent m'apprendre cela. C'est ça, ils vont estimer que tu n'es pas compétent parce que tu prends trop de temps à agir. Oui. Donc en fait, tout est question de maîtrise de l'environnement. Pour revenir à l'idée que j'ai donnée au début, c'est vraiment une chorégraphie qu'il faut observer et entrer dans la danse. Si la chorégraphie est un moment où on est en train de continuer un mouvement qui existe déjà, on est dans la danse en continuant ce mouvement. Si la chorégraphie, vous arrivez au moment où on est en train de casser, de changer de rythme, vous ne venez pas avec l'ancien rythme. Vous devez entrer dans la chorégraphie avec le nouveau rythme. C'est ça. Donc, c'est vraiment observer ce qui se passe, la situation dans laquelle on arrive et de se comporter de manière adéquate. C'est ça. C'est ça. Alors, on a un petit paragraphe de conclusion qu'on va lire rapidement avant de donner nos dernières idées. La principale chose à garder à l'esprit lorsque vous rejoignez une nouvelle entreprise est que vos réalisations passées ne vous permettent pas d'agir en dehors des normes de la culture dans laquelle vous évoluez actuellement. La plupart des organisations vous embaucheront en fonction de vos expériences passées. Mais votre réussite future sera déterminée par votre impact dans votre nouvel environnement et selon votre compréhension et votre capacité à travailler au sein de votre nouvelle culture, votre impact peut être amplifié ou entravé. Pour moi, c'est un beau mot de fin. C'est que ça fait une belle conclusion sur le fait que oui, avant d'intégrer l'entreprise, vous avez mis en avant ce que vous avez déjà fait. Vous avez mis en avant vos atouts, vos acquis, tout ce dont vous êtes capable. C'est ce qui vous fait intégrer l'entreprise. Mais une fois que vous êtes dedans, il faut oublier ça parce que c'est pas ce qui va vous faire rester. C'est pas ce qui va vous faire vous sentir épanoui dans ce nouvel environnement. Là, c'est un début, c'est un départ en fait, un départ à zéro. Et là, il faut prendre le temps d'observer et ensuite de vous adapter à votre environnement. That's it. Bon, moi, je n'ai rien à ajouter. J'ai trouvé que c'était bien résumé. Oui. Quand même, le temps peut passer, le présent et le futur. Oui. Donc, moi, je vais conclure notre épisode comme d'habitude en posant la question suivante. Selon vous, après combien de temps est-il légitime pour un nouvel arrivant de vouloir apporter des changements à la culture d'une entreprise? Alors, on en discute dans les commentaires. Lâchez-vous comme toujours. On est prêt à vous lire. Likez si cet épisode vous a plu. On se retrouve encore très bientôt pour parler de nouveaux sujets. Et en attendant, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode. Et gardez votre esprit d'équipe.